Aujourd'hui, beaucoup de nations se battent pour survivre, protéger leur souveraineté et préserver la paix. Le Sahel, lui, se retrouve au cœur d'une énorme pression. L'impérialisme y pèse lourd comme une chape de plomb. Et pourtant, dans ce paysage étouffant, le Burkina Faso vient de gifler les géants autoproclamés de l'Afrique. Regardons autour. Le Nigeria nage dans le pétrole mais reste prisonnier des dettes sans fin. Le Kenya brille comme un carrefour technologique mais ne peut pas construire sans tendre la main à la Banque mondiale. L'Afrique du Sud exhibe fièrement son platine mais demeure enchaînée au capital étranger. Et puis, il y a le petit Burkina Faso. Petit par sa taille mais immense par son geste. Pas de dons, pas de charité, pas de promesses déguisées en aide. À la place, 764 machines de chantier lourdes financées avec ses propres moyens, alignées comme une armée prête à bâtir l'avenir. Bulldozers, niveleuses, compacteurs, excavatrices, un arsenal de souveraineté flamboyant sous le soleil brûlant de Ouagadougou. Dans un continent où chaque ruban coupé pour inaugurer une route s'accompagne du logo d'un bailleur, où chaque pont porte la plaque d'un partenaire étranger, le Burkina Faso vient de briser le scénario habituel. Plus besoin de sourire devant des officiels de la Banque mondiale comme des écoliers recevant des jouets. Ici, c'est une autre histoire, celle d'un pays qui construit sans permission, qui trace ses routes avec ses propres mains et qui hurle au reste du continent que la dignité n'a pas de prix. Aucun ambassadeur étranger n'est venu couper le ruban, pas de délégation du FMI en coulisses. Aucun ministre européen pour donner une leçon de bonne gestion. Non, cette fois, c'était un spectacle 100% burkinabé, payé avec la sueur et l'argent burkinabé. Et attention, il ne s'agissait pas seulement de livrer des machines ou de lancer un chantier. C'était un tremblement de terre politique. En Afrique, les petits pays font souvent la une pour des catastrophes, des coups d'État ou des crises, rarement parce qu'ils ont dépassé les grands de la région. Mais voilà que le Burkina Faso, avec moins de pétrole que le Nigeria, moins de connexions internationales que le Kenya et bien moins d'usines que l'Afrique du Sud, a réalisé l'impensable. Un développement sans dépendance. Le choc a été immédiat. Sur tout le continent, les commentateurs se sont bousculés pour trouver une explication. Certains ont tenté de minimiser l'événement, le qualifiant de simple geste symbolique. D'autres ont murmuré que ces machines ne tiendraient pas dans le temps. Mais au fond, une vérité dérangeante s'imposait à tous. Le Burkina Faso venait de prouver que l'avenir ne dépend pas forcément des bailleurs étrangers. Et cette vérité piquait. Parce qu'elle ne mettait pas seulement en lumière le courage du Burkina Faso, elle soulignait aussi la lâcheté de tous les autres. Ce qui rend cette annonce si puissante, ce n'est pas seulement le nombre impressionnant de machines, mais le symbole qu'elle porte. C'est comme un message gravé dans l'acier, un cri d'indépendance qui dépasse largement les frontières de Ouagadougou. Bientôt, ces engins traceront des routes à travers la poussière, reliant des villages que l'on croyait oubliés. Pourtant, avant même qu'une pelle ne touche le sol, ils avaient déjà changé quelque chose de plus grand, l'imaginaire politique du continent. Ils rappellent à toute l'Afrique qu'être dépendant de l'aide étrangère n'est pas une fatalité, mais bien un choix politique. Et c'est exactement pour cela que la nouvelle a frappé si fort. Ce n'est pas juste une victoire du Burkina Faso, c'est aussi une gifle pour le reste du continent. Chaque Africain qui regarde cette scène comprend le message. On ne peut pas continuer à tout mettre sur le dos de la colonisation ou de l'Occident sans reconnaître qu'aujourd'hui, certains dirigeants préfèrent rester prisonniers de la dépendance. Le Burkina Faso, lui, a montré qu'un autre chemin existe. Et ce qui rend cette leçon encore plus piquante, c'est la manière dont Ibrahim Traoré a présenté les choses. Pas de discours d'excuses, pas d'autosatisfaction, pas de quête de validation occidentale. Les machines sont simplement apparues, alignées comme une preuve silencieuse que l'État pouvait tenir ses promesses. Ce silence avait plus de poids que 1000 discours. Il respirait la défiance tranquille. Dans cette absence de belles paroles de donateurs, c'étaient les machines elles-mêmes qui parlaient. Elles disaient une chose simple mais bouleversante. L'Afrique peut construire l'Afrique. Et c'est pour cela que cette annonce dépasse de loin le simple cadre des infrastructures. Ce n'est pas seulement une affaire de route, c'est une affaire de fierté. Ce ne sont pas juste des machines alignées, c'est la dignité d'un peuple qui se relève. Quand le Burkina Faso présente 764 engins flambant neufs, ce n'est pas Washington ou Paris qui s'inquiètent le plus. Non, ce sont surtout les salons feutrés de Nairobi, Abuja ou Pretoria qui frissonnent. Parce qu'une vérité gênante vient d'éclater au grand jour. Si un pays enclavé, sous sanction, peut réaliser cela, alors pourquoi pas eux? Et cette question, une fois posée, colle à la peau des dirigeants africains habitués aux conférences de donateurs et auprès du FMI. Plus d'excuses possibles. Quand les peuples voient Ouagadougou se tenir debout, ils se demandent « Et nous, qu'attendons-nous » Soyons clairs, dans la plupart des pays africains, un tel déploiement d'équipements arrive toujours avec des étiquettes étrangères. On lit « offert par l'Union européenne », financé par la Banque mondiale, ou encore « don de la Chine ». Chaque pelle, chaque roue rappelle que les routes d'Afrique sont rarement construites aux conditions africaines.
l'infrastructure se transforme en vitrine de charité plutôt qu'en symbole de souveraineté. Et les applaudissements du peuple ne célèbrent pas une victoire nationale, mais la capacité de leurs dirigeants à bien quémander. Cette humiliation est devenue presque normale. Mais regardez aujourd'hui Ouagadougou. Sous le soleil du Sahel, des rangées de machines s'étendent à perte de vue. Pas de drapeau étranger, pas de logo importé, pas de discours de remerciement récité à un partenaire venu de loin. Rien que des engins burkinabés achetés avec l'argent burkinabé. Et ce silence, justement, fait plus de bruit qu'un millier de discours. Ce vide volontaire est un message. Ces machines ne sont pas de simples outils, ce sont des déclarations gravées dans le métal. Nous pouvons construire sans vous. Ne vous y trompez pas, chaque dirigeant du continent a vu ces images et chacun a senti la gifle. À Abuja, Nairobi ou Pretoria, les élites cherchent déjà des excuses. Elles murmurent que le Burkina Faso est trop petit pour compter. Elles affirment que ce n'est qu'un coup d'éclat, sans lendemain. Mais il y a une vérité qu'elles ne peuvent pas effacer. Si le Burkina Faso a pu aligner 764 machines sans aucun donateur, alors la dépendance n'est plus une fatalité. C'est un choix. Et c'est précisément pour cela que ces machines dérangent plus que n'importe quelle manifestation ou discours. Parce qu'elles ne sont pas des paroles qu'on peut ignorer. Elles sont là, massives, solides, irréfutables. Elles prouvent qu'avec du courage, la souveraineté peut s'acheter et se construire. Elles incarnent une réalité qu'aucun rapport du FMI, aucune conférence de donateurs, aucune étude de think tank ne peut effacer. L'Afrique peut subvenir à ses besoins si ses dirigeants osent reprendre le contrôle de leurs ressources. Mais il faut aussi comprendre la bataille psychologique que cela représente. Depuis des décennies, les bailleurs occidentaux ont perfectionné l'art de traiter les États africains comme des enfants. Ils offrent quelques bus, inaugurent un petit hôpital ou lancent un programme alimentaire et en retour, ils attendent des dirigeants africains qu'ils applaudissent et disent merci, comme des artistes sur une scène de cirque. Le Burkina Faso vient de renverser ce scénario. Le gouvernement n'a pas joué la comédie des remerciements. Il n'a rien dit du tout. Parce qu'il n'y avait aucun maître étranger à remercier. Ce sont les machines elles-mêmes qui ont parlé. Et ce silence a résonné. Il a traversé le Mali, où les citoyens se demandent encore pourquoi la dépendance perdure. Il a atteint le Niger, où l'uranium enrichit Paris bien plus que Niamey. Il est même descendu jusqu'aux rues de Johannesburg, où le cœur industriel de l'Afrique paraît soudain creux face à l'audace d'un État sahélien sous sanction. Chaque machine est comme un miroir tendu au reste du continent, obligeant chacun à poser la question: quelle excuse nos dirigeants ont-ils encore? Bien sûr, des engins alignés ne suffisent pas à expliquer comment ce miracle a été financé. Les critiques s'empressent déjà de demander d'où vient l'argent. Le Burkina Faso n'a pas de grandes réserves. Et c'est précisément là que réside le secret. Ces machines ne sont pas seulement des outils de chantier. Elles sont des indices, des traces qui mènent directement à la source de cette souveraineté nouvelle. Derrière elles se cache une décision radicale: reprendre le contrôle de la richesse du pays à sa racine. Et cette richesse ne se trouve ni dans des promesses de bailleurs, ni dans des prêts étrangers. Elle dort sous terre, scintillant dans les veines d'or qui, pendant des décennies, ont nourri la fortune de l'Europe tandis que le Burkina Faso lui-même peinait à survivre. L'histoire véritable n'est donc pas seulement l'arrivée de 764 engins, mais le basculement radical dans la manière dont l'argent a été trouvé. Si les machines sont la preuve visible, l'or en est le moteur caché. Car, soyons honnêtes, une telle flotte ne tombe pas du ciel. Elle est achetée, payée et livrée. Et au Burkina Faso, la piste de l'argent ne mène ni au compte de Bruxelles, ni aux caisses du FMI à Washington. Elle plonge sous terre, directement vers ces filons d'or que des compagnies étrangères ont pillés pendant des décennies. Pendant des années, on a demandé aux Burkinabés de se serrer la ceinture. Le paradoxe était criant, un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, mais un peuple qui vivait dans la pauvreté. Les compagnies occidentales, aidées par quelques élites locales, traitaient les mines comme leur coffre-fort privé. Tonne après tonne, le minerai quittait le sol burkinabé, raffiné ailleurs, vendu sur les marchés mondiaux. L'État, lui, ne touchait que des miettes, juste assez pour payer quelques salaires de fonctionnaires. Pendant ce temps, les citoyens devaient patienter, en attendant un développement qui ne venait jamais. Les bailleurs de fonds étrangers se présentaient alors comme des sauveurs. Ils offraient leur aide, se félicitaient de leur générosité, alors que chaque jour, le pays saignait sa propre richesse. Puis est arrivé Ibrahim Traoré. Avec une seule décision politique, il a renversé tout le système. Les secteurs stratégiques ont été placés sous contrôle national. Les contrats qui envoyaient les profits à l'étranger ont été gelés. Et les sociétés étrangères ont été prévenues. Les règles venaient de changer. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'or du Burkina Faso allait financer le développement du Burkina Faso. Et soudain, l'impossible est devenu réalité.
Le trésor public s'est retrouvé avec de l'argent, mais pas de l'argent emprunté, pas de l'argent aidé, de l'argent souverain. De l'argent qui n'obéit à personne d'autre qu'au peuple burkinabé. Voilà pourquoi ces 764 machines comptent tant. Elles n'ont pas été payées par un ami généreux. Elles ont été financées par une richesse volée depuis des décennies et enfin ramenée à la maison. Comme si des coffres remplis d'or bloqués dans des banques européennes avaient été ouverts et transformés en bulldozers, en bus et en hôpitaux. Pour la première fois, les citoyens pouvaient voir leur richesse non pas dans des rapports de donateurs, mais dans des projets concrets qui poussaient sous leurs yeux. Et voici la vérité la plus amère. Le Burkina Faso n'a jamais été pauvre à cause de son or. Il a été appauvri par la manière dont cet or était géré. Et c'est une histoire qu'on retrouve partout en Afrique. Le pétrole du Nigeria enrichit d'autres. Le cobalt du Congo fait tourner la technologie étrangère. Le platine d'Afrique du Sud soutient les industries mondiales. Les ressources n'ont jamais été le vrai problème. Le vrai problème, c'est toujours de savoir qui les contrôle. Ibrahim Traoré a compris que la souveraineté ne commence pas dans les parlements ni dans les discours, mais dans les mines et dans les champs. Tant que la source de la richesse t'échappe, tu ne contrôles rien. Évidemment, ce choix a fait grincer des dents bien au-delà de Ouagadougou. Dans les capitales occidentales, on a vite parlé de confiance des investisseurs et de risque pour la stabilité. En clair, leurs profits venaient d'être coupés. Les grandes institutions internationales, elles, s'inquiétaient de la soutenabilité budgétaire, comme si le Burkina Faso n'avait pas déjà montré que la souveraineté est bien plus durable que la dette. Mais pour les Africains ordinaires qui regardaient cette scène, le message avait des allures d'électrochoc. Si l'or peut être repris, qu'est-ce qui empêche de reprendre le reste? La nationalisation n'était pas seulement une politique économique, c'était une guerre psychologique. Pendant des décennies, on avait répété aux Africains qu'ils étaient trop pauvres pour se développer sans aide. Traoré a pulvérisé ce mensonge. Il a prouvé que les richesses enfouies dans le sol africain suffisent, à condition que les dirigeants aient le courage de les réclamer. Et quand les revenus de l'or ont commencé à affluer, ils n'ont pas disparu dans des comptes offshore, ni été confisqués par des programmes de développement, pilotés par des donateurs étrangers. Ils ont été injectés directement dans la construction de l'État, infrastructures, santé, éducation, transport. Mais il faut être lucide. La richesse seule ne suffit pas à bâtir une nation solide. L'or peut acheter des machines, mais il ne nourrit pas le peuple. Traoré a compris que la véritable indépendance ne se limite pas à reprendre les mines. Elle consiste aussi à briser la dépendance la plus mortelle de toutes, celle de la nourriture. Car à quoi sert la souveraineté si ton peuple mange encore dans la main du donateur? Et c'est là que commence le prochain champ de bataille de la guerre du Burkina Faso pour sa dignité, la conquête de la souveraineté alimentaire. Après avoir repris la richesse des mines, Ibrahim Traoré a tourné son regard vers un autre champ de bataille, bien plus ancien que la dette, plus profond que l'aide internationale, plus sournois encore que les vieux contrats coloniaux. La nourriture. Car voici la vérité cruelle, la manière la plus simple de contrôler un peuple n'est pas avec des fusils ni avec des prêts, mais avec son estomac. Pendant des décennies, le Burkina Faso a été maintenu dans la faim. Ses terres fertiles restaient sous-exploitées, ses paysans sans soutien, tandis que ses marchés débordaient de produits importés. Le riz venait d'Asie, le blé d'Europe, et l'aide alimentaire arrivait des États-Unis. À chaque sécheresse, les donateurs débarquaient avec leurs sacs de grains décorés de drapeaux étrangers, comme pour rappeler aux Burkinabés que leur survie dépendait de la générosité d'autrui. Ce n'était pas de l'humanitaire, c'était de la domination déguisée en bonté. Traoré a refusé cette mascarade. Après tout, si le pays avait pu reprendre son or, pourquoi ne pas reprendre aussi son alimentation ? Alors il a lancé une offensive directe contre cette dépendance en traitant l'agriculture comme une véritable ligne de front. Les projets d'irrigation ont été multipliés pour repousser la malédiction des sécheresses. Des semences et des équipements ont été distribués, non pas pour une photo ou une cérémonie, mais comme de vrais investissements dans la souveraineté. Des usines de transformation du riz et de la tomate ont vu le jour, afin que les paysans burkinabés n'aient plus à regarder leurs récoltes pourrir dans les champs, pendant que les supermarchés se remplissaient de produits importés. Ce basculement dépasse l'économie. C'est une question de survie politique. Chaque sac de riz importé est une arme dans les mains de puissances étrangères. Si elles peuvent te nourrir, elles peuvent aussi t'affamer. Et si elles peuvent t'affamer, elles tiennent ton avenir. En produisant sa propre nourriture, le Burkina Faso coupe ce cordon invisible qui permettait aux autres de transformer la faim en outil de contrôle. Les machines menacent la dépendance, l'or brise l'exploitation, mais la nourriture, elle, détruit le pouvoir de domination lui-même. Quand ce sont les bailleurs qui financent l'agriculture, ce sont eux qui récoltent le pouvoir. Mais quand c'est l'État qui prend en charge l'agriculture, alors c'est le peuple qui possède son avenir. Et déjà les résultats se voient. La production locale de riz a augmenté, ce qui réduit la dépendance aux importations.
Les usines de transformation de tomates transforment désormais ce qui finissait autrefois en déchets en produits emballés et utiles. Des programmes d'élevage renforcent la résilience des zones rurales. Ce n'est ni tape à l'œil, ni glamour, mais c'est la construction d'une nation dans sa forme la plus brute. Chaque nouvelle récolte qui nourrit des bouches burkinabés est un clou de plus dans le cercueil de la dépendance. Mais il faut le dire clairement, la souveraineté alimentaire n'est pas seulement une affaire de remplir les ventres, c'est une question de dignité. C'est permettre à un enfant de grandir sans associer sa survie à des drapeaux étrangers. C'est apprendre aux citoyens que leur gouvernement, et non des donateurs lointains, est responsable de leur bien-être. C'est transformer la faim, longtemps utilisée comme un outil de manipulation, en arme de résistance. Mais il y a un danger. Même la souveraineté alimentaire ne peut survivre si la corruption la vide de son sens. Car si l'or récupéré et les récoltes retrouvées sont détournées vers les poches d'élite, alors la souveraineté s'effondre avant même d'avoir commencé. Le Burkina Faso a déjà connu ce cauchemar. Pendant des années, l'argent des donateurs a coulé à flot sous le nom d'aide au développement. Pourtant, dans les campagnes, peu de choses changeaient. Pourquoi ? Parce que cette aide avait créé une classe entière de profiteurs professionnels. Ministres, bureaucrates, ONG, tous s'enrichissaient en gérant ces projets étrangers. Chacun y trouvait son circuit de détournement et de faveur. Les citoyens, eux, avaient fini par accepter la corruption comme une sorte d'impôt obligatoire pour survivre. L'aide n'a pas seulement échoué à combattre la corruption, elle l'a institutionnalisée. Le gouvernement de Traoré a décidé que ça suffisait. La première étape de sa révolution politique a été de couper le robinet de l'aide étrangère. Une fois ce flux stoppé, tous ceux qui vivaient en parasite de l'argent des donateurs se sont retrouvés sans oxygène. En refusant les prêts du FMI et les programmes imposés de l'extérieur, Traoré a obligé l'État à vivre, et parfois à souffrir, uniquement avec ses propres revenus. Cela peut paraître brutal, mais c'était une frappe chirurgicale. Si la corruption se nourrissait de l'aide, alors couper l'aide, c'était affamer la corruption. Mais fermer le robinet ne suffisait pas. Gouverner vraiment, c'était montrer aux citoyens où allait l'argent. Voilà pourquoi l'arme la plus puissante contre la corruption est devenue la visibilité. Les Burkinabés ne se contentent plus d'entendre que des fonds sont dépensés, ils le voient. Des bus circulent dans les villes, des hôpitaux sortent de terre, des usines de transformation ouvrent dans les campagnes, et surtout, 764 machines de chantier alignées comme une armée de fer prouvent que la richesse du pays n'a pas disparu dans les poches de quelques-uns. La transparence tue l'arme favorite de la corruption, le secret. Bien sûr, montrer des projets ne suffit pas à déraciner un mal aussi ancien, il faut aussi punir. Sous Traoré, des hauts responsables accusés de détournement ont été enquêtés, certains écartés sans hésitation. Le message est limpide, l'époque où l'on se cachait derrière les réseaux de donateurs est terminée. Au Burkina Faso, la loyauté ne se mesure plus aux connexions avec les bailleurs étrangers, mais à la capacité de livrer des résultats au peuple. Ce changement est colossal, il modifie l'ADN même de la gouvernance. Car en Afrique, la corruption n'est pas qu'un vol, c'est une trahison. Elle vide la souveraineté de son sens, transforme l'aide en poison et fait croire aux citoyens que la dignité est impossible. En l'attaquant de front, Traoré ne se contente pas de surveiller des budgets. Il réécrit le contrat entre l'État et son peuple. Et c'est là que le coup de massue résonne au-delà des frontières. La lutte du Burkina Faso contre la corruption révèle une honte plus vaste. Trop de dirigeants africains se réfugient derrière l'excuse que la corruption est inévitable, que c'est comme ça que l'Afrique fonctionne. Ce mensonge a été répété génération après génération par les mêmes élites qui profitaient du système. Le Burkina Faso, lui, démontre le contraire. En coupant l'aide, en réorientant la richesse nationale et en livrant des projets visibles, il prouve que la corruption peut être étranglée dès que la dépendance disparaît. La corruption est comme un parasite. Elle ne survit que si on la nourrit. Couper sa nourriture et le système retrouve son souffle. Alors, soyons clairs, les 764 machines ne sont pas seulement des routes. L'or nationalisé n'est pas seulement de la richesse. La production agricole renforcée n'est pas seulement du grain. Ensemble, tout cela forme les briques d'une forteresse. Et cette forteresse ne tient debout que si ses fondations sont solides. La gouvernance. La guerre de Traoré contre la corruption, c'est le ciment qui lie chaque brique. C'est la preuve que la souveraineté n'est pas qu'un slogan de plus, mais une réalité vivante. Voilà pourquoi cette dernière pièce est essentielle. Parce qu'une souveraineté sans gouvernance, c'est comme une maison de cartes prête à s'effondrer. Mais une gouvernance solide, elle, conduit à une souveraineté inébranlable. Le Burkina Faso a choisi la route la plus dure, celle que les grandes économies africaines refusent encore d'emprunter. Et tant qu'elles n'oseront pas, le Burkina Faso continuera de leur rappeler une vérité amère. La dépendance n'a jamais été une fatalité, seulement l'excuse préférée de la corruption.
Si le Burkina Faso peut accomplir cela avec moins, alors quelle excuse reste aux nations africaines plus riches?